Merci Chanto. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée parce que moi j'ai fait tellement vite que je me souviens plus ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. En tout cas, je vais avoir le plaisir de vous accompagner aujourd'hui et j'ai eu un grand plaisir à travailler avec une équipe formidable pour le thème de cette journée. Alors cette équipe, vous la voyez dans quelques instants derrière moi. Elle réunit des bénévoles de nos entreprises qui ont œuvré ensemble pendant des mois afin de restituer aujourd'hui le flux de leur travail. Alors des équipes diverses, de tout métier, de toute culture d'entreprise et culture tout court, des parcours bien différents qui ont fait la richesse de ce colloque aujourd'hui. Alors, je suis sûre qu'ils sont fébriles de vous restituer le travail aujourd'hui sur cette scène, mais aussi, ils ont organisé l'ensemble de leurs travaux autour de 3 parties. Alors, ces 3 parties sont sobrement résumées en 3 mots, sensibilisation, mixité et innovation. Alors, derrière ces mots très sobres se cache une grande richesse que vous découvrirez dans quelques instants. Alors, puisqu'on est sur les mots, j'aimerais vous inviter à regarder le titre de notre colloque cette année. Mixité, pilier de l'entreprise durable, point. Je dirais même point barre. Parce que cette sémantique a été choisie judicieusement pour poser une affirmation. Une affirmation qui dit que, évidemment, l'entreprise durable ne peut pas se faire sans mixité. Donc, la mixité, j'espère qu'on sait à peu près ce que ça veut dire en entreprise de nos jours. En revanche, l'entreprise durable, je ne sais pas trop. Finalement, quelle image mentale se faisons-nous de ce terme ? Quels sont les concepts qu'on a à l'esprit ? Je vous invite à découvrir comment les employés de nos entreprises ont interprété cette terminologie et ce qu'ils en pensent. Oh là, vaste question, vaste domaine. Pour moi, une entreprise durable, c'est une entreprise qui prend en compte dans toutes ses décisions du quotidien des critères autour du développement durable. C'est une organisation qui saurait mettre au cœur de son système de management à la fois l'intelligence collective et l'épanouissement individuel. C'est une entreprise qui préserve l'environnement en réduisant son empreinte carbone. On prend en compte ce que les salariés peuvent apporter, peuvent leur dire toutes les idées qu'ils peuvent avoir. Une entreprise durable, c'est une entreprise qui investit pour l'écologie. C'est aussi une entreprise qui fait attention au bien-être de ses salariés. La diversité des personnes, par exemple, plus des femmes dans les positions de leadership, plus de minorités dans les postes divers. C'est une entreprise qui prend de l'avance sur les décisions au lieu d'attendre qu'elles soient imposées par des législations. Des bonnes idées qui vont durer dans le temps, et aussi une base des employés qui se sentent bien, qui sont heureux dans leur travail. L'autre point aussi, c'est pour être durable, il faut surfer sur la tendance et aussi être la plus attractive possible. C'est une entreprise qu'on n'a pas envie de quitter. Des conditions de travail saines, sûres et productives. Mais c'est aussi une entreprise qui va aller chercher, par exemple, des collaborateurs qui eux-mêmes déjà prennent soin de la planète. C'est une entreprise qui va déployer des leviers pour pérenniser son activité. Pour moi, l'entreprise durable s'appuie sur, non pas les 3 P, mais les 5 P. Donc la question concerne la protection de la planète, des personnes, de la profitabilité, de la paix et de tout ce qui est partenariat. Et puis ne pas attendre surtout qu'on lui impose les choses par la réglementation, mais qu'elle prenne le devant sur tous ces aspects. Bon, je remercie tous les salariés qui se sont prêtés au jeu du micro-trottoir. Ça vous donne quelques pistes. Et puis du coup, je vous invite à accueillir Sophie Taïeb qui ouvre les travaux. Dernière arrivée des entreprises, Thales. Bienvenue. Poupite. Je te laisse la scène. À bientôt. Merci Florence.
Alors, il faut savoir que les origines de la responsabilité sociétale des entreprises, ou RSE, ne résident pas dans des fondements théoriques. La RSE a émergé au travers des pratiques des entreprises américaines dès le XVIIIe siècle, en tant que remise en cause du capitalisme. La RSE a ensuite connu un fort développement dans les années 50-60, puis plus tard, deux phénomènes ont accéléré son développement. La notion de développement durable, évoquée dans le rapport Brundtland en 1986, et les scandales financiers de la fin des années 90. La RSE consiste aujourd'hui à intégrer les enjeux environnementaux et sociaux dans le fonctionnement de l'entreprise ainsi que dans ses produits et services. Pratiquer la RSE oblige donc l'entreprise à avoir un impact positif sur la société et l'environnement, tout en étant économiquement viable. Les critères ESG, environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance, eux, servent à mesurer la performance de la RSE dans l'entreprise et donc à évaluer la responsabilité d'une entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes et de l'environnement. Ce terme ESG tire son origine du concept de triple performance ou triple P pour personne, planète, profit, créé dans les années 90. Selon ce concept, les entreprises devraient se concentrer sur chacun des 3 P plutôt que sur les seuls profits, les 3 étant tout aussi importants pour permettre aux entreprises d'être durables. Les critères environnementaux portent sur la façon dont les entreprises font face aux défis environnementaux, déchets, pollution, émissions de gaz à effet de serre, déforestation. Les critères sociaux évaluent la manière dont les entreprises traitent les personnes en interne, diversité, égalité des chances, formation, conditions de travail, et les critères sociétaux, la manière dont l'entreprise se comporte vis-à-vis de la société. Enfin, les critères de gouvernance évaluent la manière dont les entreprises sont dirigées et s'organisent en termes de responsabilité sociétale. Au cœur de l'ESG réside donc l'idée selon laquelle les entreprises ont plus de chances de réussir et de générer des performances solides si elles créent de la valeur pour toutes leurs parties prenantes, y compris l'environnement. Mais alors, est-ce vraiment le cas ? N'y a-t-il pas une partie de greenwashing dans la communication de certaines entreprises ? J'appelle Fatou Binetoufal de Dassault Systèmes, Carole Sourdiocourt du CEA et Sonia Abécassis-Leland d'IBM pour démystifier tout cela. Alors, aujourd'hui, le thème du colloque, c'est le développement durable. Il faudrait être plus vert. Mais n'est-ce pas seulement de la com par des entreprises qui veulent nous faire croire que tel ou tel produit est bon pour l'environnement ? Bon, on ne va pas se voiler la face. C'est vrai, comme l'éléphant dans la pièce. C'est vrai que le greenwashing, ça existe. D'ailleurs, en français, ça s'appelle l'éco-blanchiment. Donc, tu nous dis que le développement durable, c'est de la com ? Ah, pas forcément, hein. C'est vrai qu'il existe un marketing qui met en avant des arguments écolos pour bon bilan carbone, bon pour la planète. Et c'est tous les supports de com ? Un emballage, par exemple, une interview ou un chapitre RSE dans le rapport aux actionnaires ? Absolument. C'est ces com qui parlent de bilan carbone faible, de démarche zéro déchet. Pas forcément. En revanche, si ces affirmations sont fausses ou induisent le consommateur en erreur, là, elles sont réprimées par la loi Climat et Résilience de 2021. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est comme de la publicité mensongère. La clientèle pense soutenir une entreprise faiblement émettrice de gaz à effet de serre, alors que c'est faux. Absolument ce que je disais. Bon, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis simplement qu'il faut savoir le reconnaître. Et pour cela, il faut des méthodologies qui sont certifiées. Ah, je connais, comme l'ADEME et l'ARPP. Elles collaborent pour repérer l'éco-blanchiment. Et si c'est le cas, elles contactent les entreprises concernées pour leur expliquer comment rendre leur communication plus honnête. Mais tu crois qu'il y a vraiment des sanctions ? Ça m'étonnerait. Bah, écoutez, je vais te donner des exemples. Oui, des termes super précis comme ingrédients naturels, ce qui m'énerve. produits. Je continue. Mettre en avant des entreprises, des services qui sont faiblement émetteurs de carbone. C'est ça, par exemple. Oui, en oubliant toutes leurs activités plus polluantes, comme par exemple certaines entreprises dans le pétrole.
Oui, par exemple, une certaine banque qui met en avant ses cartes bancaires en matériaux recyclés, mais qui continue à investir dans le pétrole. Le greenwashing dans toute sa splendeur. Ou encore une entreprise qui se vend d'être éco-responsable alors qu'elle fait que juste obéir à la loi. Ce qui est pas mal d'ailleurs. Hein. Mais par exemple, une entreprise qui dit je vais interdire les jouets plastiques dans mes menus, mais heureusement, puisque c'est la loi. Alors que le problème dans cette entreprise, c'est la surconsommation de viande qui, pour le coup, a un effet désastreux sur le bilan carbone. Je vois à quelle entreprise tu fais allusion. Voilà. Et je crois que le public aussi voit la même chose. Le public, ils sont venus comme ils étaient et ils comprennent. En fait, bon, vous l'avez compris, cet exemple, c'est le greenwashing. Alors, pour conclure, je voudrais revenir au principe de base. Donc, pour lutter contre le changement climatique, il faut réduire son bilan carbone. Nous, citoyens, en nous informant, en consommant de manière responsable. Et pour les entreprises, du cercle et les autres, c'est de mesurer notre impact environnemental, en particulier mesurer son bilan carbone. Merci Sonia. Excellente transition pour voir concrètement comment inciter les entreprises à adopter une démarche de développement durable avec Sheila O'Hara de chez IBM et Sophie Bolo de chez Orange. Merci. Donc, effectivement, nous avons plusieurs cadres et réglementations au niveau national, européen et mondial, dont le but est de définir des guides, des responsabilités et des sanctions. Un des cadres les plus connus est celle des Nations Unies avec ses 17 objectifs de développement durable que nous avons choisis aujourd'hui pour cadrer notre journée. Nous allons les parcourir un peu plus tard. On a déjà abordé donc la loi climat-résilience, cette loi qui regroupe 146 propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Dans son volet dédié à la consommation, elle introduit des restrictions sur les publicités pour mieux prendre en compte les enjeux écologiques. Les articles 4 et 10 font du greenwashing une pratique commerciale trompeuse qui est interdite et sanctionnée. Passons au guide de l'Association pour l'environnement, EPE. Il a identifié et analysé 10 stéréotypes de mode de vie véhiculés par les publicités. L'objectif est de promouvoir et rendre désirables les modes de vie qui sont favorables à la transition écologique et d'éviter les représentations qui n'y sont pas favorables. Enfin, on a le guide anti-greenwashing de l'ADEME, qui est un outil de sensibilisation et de création d'une communication responsable. Mais au-delà de la communication, comment analyser les activités et les opérations des entreprises pour évaluer leur impact environnemental ? Les impacts environnementaux des entreprises sont divers et variés, allant de la surexploitation des ressources, la pollution liée aux déchets, mais de loin, l'impact des émissions de gaz à effet de serre est l'impact qui contribue le plus au réchauffement climatique. Regardons ensemble comment mesurer cet impact. Depuis les années 2000, différentes méthodes de calcul ont été développées pour comptabiliser, dans le but de les réduire, bien sûr, les émissions de gaz à effet de serre, dites GES. C'est ce qu'on appelle la comptabilité carbone. Les principaux systèmes de référence sont le Greenhouse Gas Protocol et le bilan carbone, tous les deux compatibles avec la norme ISO de référence dans la matière 14064. Alors, nous vous proposons maintenant un quiz pour tester vos connaissances. Pour rappel, vous avez le QR code pour lancer M-Survey sur votre invitation, enfin sur votre badge, pardon. Première question. Avez-vous entendu parler de la notion d'escope ? On vous laisse une dizaine de secondes pour répondre avant de projeter les résultats.
Est-ce qu'on peut afficher les résultats, s'il vous plaît? Ah, très bien. Parfait. Donc vous connaissez bien, 75% de la salle donc, connaît ce que c'est la notion de scope. Okay. On va passer à la question suivante. La suivante. Donc, parmi ces thèmes, lequel fait partie du scope 1? A, flotte de véhicules appartenant à l'entreprise. B, émissions issues de la consommation d'électricité. Ou C, le déplacement domicile-travail. Donc, à vous. On va passer au... Ah, super. Vous avez répondu majoritairement la B. On verra les réponses après. Parmi ces thèmes, lequel fait partie du scope 2? Les flottes de véhicules appartenant à l'entreprise, les émissions issues de la consommation d'électricité ou les achats de matières premières? On vous laisse une dizaine de secondes pour réfléchir. Bien, on a des experts dans la salle, je pense. 50%, 46% de la salle donc a répondu la réponse B. On va passer à la dernière question. Donc, dernière question, parmi ces thèmes, lequel fait partie du scope 3? Déplacement professionnel, émissions issues de la consommation d'électricité ou flotte de véhicules appartenant à l'entreprise? Super. Bon, Super, on va passer au résultat. Donc, pour le scope 1. Je vais revenir. Donc, voilà. C'était bien les flottes de véhicules appartenant à l'entreprise. Donc, bravo à ceux qui ont mis la bonne réponse. Pour le scope 2, donc les émissions issues de la consommation d'électricité. Donc, il y avait 50% de la salle qui avait répondu, qui avait la bonne réponse. Et pour le scope 3, les déplacements professionnels. Comme nous venons donc de le voir ensemble, la comptabilité carbone est répartie sur 3 scopes. On a le premier scope donc, qui correspond aux émissions directes. Celles qui sont détenues, qui sont issues des sources détenues ou contrôlées par l'entreprise. Par exemple, une flotte de véhicules possédée en propre par une entreprise, ou les chaudières à gaz qui chauffent des bâtiments ou une usine. Ensuite, on a le scope 2, qui correspond aux émissions indirectes. Elles sont issues de la consommation d'électricité, de vapeur, de la chaleur, pour faire fonctionner l'entreprise. Et enfin, on a le scope 3, qui correspond aussi à des émissions indirectes, qui sont issues de sources n'appartenant pas ou qui ne sont pas contrôlées par l'entreprise, en amont ou en aval. En amont, ce sont les émissions liées à la fabrication, par exemple, d'équipements informatiques utilisés par les employés. Et en aval, c'est le transport des marchandises entre l'usine et les distributeurs. Donc, il existe bien une méthodologie de calcul pour comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre. Mais en fait, qui m'oblige à le faire? En 2024, une nouvelle directive européenne entre en vigueur, la Corporate Sustainability Reporting Directive, ou CSRD. Elle remplacera une directive existante, la Non-Financial Reporting Directive, ou NFRD. Aujourd'hui, à peu près 10 000 entreprises sont concernées par la NFRD. En réduisant le seuil d'application à des entreprises de plus de 250 salariés au lieu de 500 salariés, la nouvelle directive obligerait plus de 50 000 entreprises à établir un reporting extra-financier sur leurs responsabilités sociétales. Cette directive s'appuie aussi sur 2 autres critères de sélection.
un bilan supérieur à 20 millions d'euros ou un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions d'euros. La CSRD introduit également le concept de la double matérialité. Qu'est-ce que c'est? Alors, le concept de la double matérialité correspond à la conjonction de la matérialité dite financière et la matérialité dite d'impact. La matérialité financière prend en compte les impacts positifs ou les opportunités, les impacts négatifs ou les risques générés par l'environnement économique, social et naturel sur le développement, la performance et les résultats de l'entreprise. Donc, c'est les impacts de l'extérieur vers l'intérieur. La matérialité dite d'impact prend en compte les impacts négatifs et positifs de l'entreprise sur son environnement économique, social et naturel. Donc, c'est l'impact de l'entreprise vers l'extérieur. En amenant un plus grand nombre d'entreprises à rédiger des reportings plus poussés sur leurs impacts écologiques et sociaux, la CSRD les encourage à adopter en fait une démarche de transition durable. Et la bonne nouvelle, c'est que de plus en plus d'entreprises sont en train de voir que la transition durable, c'est en fait une vraie opportunité de transformation positive. Revenons maintenant aux 17 objectifs de développement durable des Nations Unies et je vais appeler Carole Sourdiocourt de CEA pour vous en dire plus. Merci, Carole. Donc, rebonjour à toutes et tous. Difficile de vouloir changer le monde sans se fixer des objectifs à atteindre. Pour ce faire, l'Organisation des Nations Unies a adopté en septembre 2015 l'agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement durable, ODD, également appelés objectifs mondiaux. Car c'est en effet un appel mondial à agir pour répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés. Éradiquer la pauvreté, la faim, les discriminations, les inégalités, garantir à tous un accès à l'énergie propre, durable et à coût modéré. Les ODD tiennent compte des 3 dimensions du développement durable, social, économique et environnemental. L'agenda 2030 innove par son caractère universel, car les 17 objectifs concernent les 193 pays engagés, et non plus uniquement les pays aux populations pauvres. Il y a bien sûr une différenciation entre les pays. Certains luttent encore contre la faim, alors que d'autres doivent promouvoir une alimentation saine et lutter contre l'obésité. Ces 17 ODD sont interconnectés, c'est-à-dire que les actions dans un domaine peuvent affecter les résultats dans d'autres. Derrière chaque objectif, l'ONU a fixé des indicateurs. Elle est partie des constats chiffrés de 2015, comme par exemple si on prend l'ODD 1, 736 millions de personnes vivent sous le seuil de 1,9 $ par jour. Et donc, c'est fixé des cibles pour l'horizon 2030. Il y a même un mot d'ordre, une devise pour chaque ODD qui nous incite tous à adhérer. Et donc, si je reste sur l'exemple de l'ODD numéro 1, le motto, c'est « Donnez ce que vous n'utilisez pas ». Et maintenant, sur ces paroles pleines de sens, je vous propose d'assister à la table ronde animée par Sonia Abécassis-Lelanne. Bon, merci Carole pour la présentation des 17 ODD. Donc maintenant qu'on connaît l'ensemble des ODD, ce serait une bonne idée de zoomer sur certains ODD avec nos expertes des entreprises du Cercle Interrel.
Je commence par Marilyn. Marilyn, tu es directrice de formation des solutions SAP. Donc SAP, c'est le leader mondial des systèmes d'information. C'est 400 000 clients, c'est des millions d'utilisateurs. C'est tous les process de l'entreprise. Donc, genre la compta ou la finance, les achats, etc. Donc, ma première question pour toi, c'est à quoi correspond l'initiative People to Work que vous avez initiée chez SAP ? Alors, People to Work, c'est un programme de formation sur les solutions SAP qui s'adresse essentiellement aux demandeurs d'emploi. Donc, on a constaté, de nombreuses études le prouvent qu'il y a un manque de compétences numériques en Europe, estimé aujourd'hui à 500 000 personnes. 500 000 500 000 d'ici 2030 si on ne fait rien. Donc il y a un potentiel de former les gens sur le secteur du numérique qui est énorme. Et donc parti de ce constat et du fait qu'effectivement SAP en France est une base installée de clients très importante, on s'est dit qu'on pouvait faire une action vis-à-vis des demandeurs d'emploi pour essayer de les aider à retrouver un travail en ayant sur leur CV une certification, une formation SAP qui sont très recherchées sur le marché. Tu peux me dire quelles sont les personnes précisément concernées par... Alors oui, il y a principalement 2 types de profils et on fait appel à des centres de formation qui ont pignon sur rue en France et de bonnes relations avec Pôle emploi, les institutions, les OPCA, les organismes de financement. Et on recrute donc 2 types principaux de profils. Des utilisateurs finaux qui vont rentrer dans au niveau de la gestion des entreprises, dans les services achats, administration des ventes ou comptabilité par exemple. Et on va les recruter avec bac pro, bac jusqu'à bac plus 2 à peu près. Et puis, sinon, on va aussi recruter les futurs consultants qui vont faire l'implémentation des logiciels SAP dans les entreprises au niveau des partenaires SAP. Donc, 2 types de profils principaux. Et sinon, j'aurais dû commencer par là d'ailleurs, depuis quand ce programme existe-t-il et combien de personnes vous avez formées ? Alors, le programme a été déployé en France à partir de 2020. Donc, au début de la Covid, c'était un peu compliqué pour nous cette année-là. Mais malgré ce ralentissement en 2020, ça s'est bien accéléré en 2021-22. Et aujourd'hui, on est fiers d'annoncer de bons résultats. On a formé au total et donc ramené à l'emploi 1350 personnes, 800 utilisateurs finaux et 550 consultants. Et ça va continuer cette année. Vous pouvez applaudir. Donc merci Marilyn. Donc avoir une éducation de qualité et un travail décent, ça compte, donc qui sont les ODD 6 et 8, donc 4 et 8, pardon. Donc ça contribue à réaliser l'ODD 1, qui est réduction de la pauvreté, qui elle-même est intimement liée à la bonne santé et en général le bien-être. C'est pour ça que je fais appel à Valérie Raoul-Després. Tu es la directrice finance et achat durable du groupe Dassault Systèmes. Depuis 2 ans, tu es la sponsor d'une initiative qui vise à accompagner les personnes atteintes de cancer et de maladies chroniques de retour au travail. Donc, est-ce que dans le cadre de l'ODD, qui s'appelle Bonne santé et bien-être, est-ce que tu peux décrire l'objectif de l'initiative qui s'appelle We Care for Your Health chez Dassault ? Oui, alors cette initiative, en fait, elle a commencé de façon un peu fortuite par mon histoire personnelle, puisque en octobre 2019, j'apprends que j'ai un double cancer du sein assez agressif, que j'ai une longue période de traitement assez agressif aussi à gérer. Je décide de continuer à travailler, ce que ma bonne constitution m'a permis de faire. Et je décide également, de façon totalement volontaire, d'accompagner des femmes qui, après moi, ont été touchées par le cancer du sein. J'en avais là un petit peu parlé l'année dernière dans ce même colloque. Et 3 ans plus tard, juste en prenant un peu de recul sur mon expérience et celle de ces femmes, j'observe 2 sujets qui me semblaient importants à partager avec la direction générale. Un, qu'on avait très peu d'engagement dans les actions de prévention sur la santé. Or, je pense que c'est vraiment du rôle et de la mission de l'entreprise, durable ou pas, de s'occuper de ce sujet-là. Et deuxième élément, qu'il fallait absolument travailler sur l'accompagnement personnalisé de ces situations un peu spécifiques, notamment longue maladie et absence. Donc on a lancé une initiative avec 70 volontaires qui a duré 18 mois, ça il y a à peu près 1 an, et on a un bilan très très positif puisqu'on a, je pense, brisé le tabou de la maladie au travail et qu'on est en train de changer les représentations et les pratiques managériales autour de ces sujets-là, en formant les managers, en formant les RH, en faisant de la promotion de l'activité physique, en faisant des conférences sur la prévention. Et le retour des collaborateurs est très bon. Ils sont soulagés de voir qu'il y a une possibilité de parler de ces sujets-là au travail.
Ah bien, donc, dans ces conditions, il y a un lien évident entre la qualité de vie au travail et le développement durable, non ? Oui, le lien évident, c'est que toute société qui veut assurer une résilience long terme, notamment nous, qui sommes partie de la tech, notre résilience est liée à notre capital humain. Et s'occuper du capital humain, de sa santé, mais surtout de sa motivation est absolument clé. On a bien vu que post-Covid, on a tous souffert de taux d'attrition juste monstrueux, et qu'on a réalisé qu'on perdait savoir et savoir-faire et qu'il était parfois difficile de reconstituer ce savoir et savoir-faire. Donc nos collaborateurs, ils ont besoin, quand on dit QVT, j'aime pas trop cet acronyme et ce terme, mais ils nous rejoignent. Oui, QVT, qualité de vie au travail. Ou bien-être au travail. De quoi ils ont besoin ? Ils ont besoin d'avoir du sens. Ils ont besoin de partager un jeu de valeurs, ils ont besoin d'avoir des espaces de créativité et d'innovation, et ils ont besoin d'une meilleure prise en compte de leurs contraintes personnelles dans la vie professionnelle. Et quand je parle maladie, longue maladie, évidemment, ça perturbe le rythme professionnel, mais il y a un autre thème qui me tient aussi à cœur, c'est les fins de carrière. On doit aussi parfois, on a envie de réduire le rythme et il faut réfléchir à ces sujets-là. Et donc, il y a un lien évident pour développer et garder nos collaborateurs motivés dans l'entreprise, quelle que soit la situation standard, le valide en bonne santé, jeune et performant, et les autres personnes qui ont pu avoir des accidents de parcours, mais qui ont pu s'enrichir de ces accidents de parcours. Tout à fait, tout à fait. Merci Valérie, je pense que vous pouvez... Merci. Donc, je tourne vers Anne-Laure. On quitte la santé. Anne-Laure Calvez, tu es la directrice de l'engagement chez Orano. Orano qui a été classée à la 29e position des entreprises, 250 entreprises les plus responsables dans le classement du Point 2022. Donc, félicitations. Et tu es engagée sur les ODD 7, 12 et 13 de l'ONU. Donc, ma première question, c'est comment chez Orano tu réalises l'objectif d'une énergie propre à un coût abordable, et avec quel jalon ? Alors, je vais parler de nous. Merci de me donner l'opportunité de témoigner de notre modeste engagement en tant qu'acteur de l'énergie sur ce privilège qu'on a en France, dans certains pays européens, d'avoir une énergie propre à un coût abordable et qu'une partie de l'humanité... à laquelle une partie de l'humanité aspire également. Donc ce sont 3 ODD qui sont au cœur de notre projet d'entreprise à travers 3 axes, climat, évidemment, communauté, et un 3e axe qui s'appelle Cash, qui porte nos actions de réduction de l'empreinte. Alors Cash, ça porte la conviction que compétitivité et réduction de l'empreinte fonctionnent ensemble. Pourquoi ? Parce que nos opérations, pour fonctionner, ont besoin d'énergie, ont besoin de produits chimiques, de matériaux de construction, que tous ces produits ont un coût, en plus d'avoir une empreinte, et que notamment dans une période d'inflation, voilà, les deux vraiment fonctionnent ensemble. Cette conviction, elle est née en fait d'une première partie dans notre programme environnemental qui en fait s'est déroulée lors d'un renouvellement massif de nos usines, de nos ateliers, où en fait qui à la base était motivé pour des questions de sûreté et de coût. Mais qui, en fait, par le choix de technologies plus respectueuses de l'environnement, se sont traduits par des réductions drastiques sur nos consommations, donc moins 80% sur la consommation énergétique, moins 60% sur les gaz à effet de serre et moins 50% sur la consommation en eau. Voilà, ça c'est quantifiable. Merci. Donc tu te concentres seulement, pas seulement sur tes activités, donc dans toute la chaîne de valeur. Oui, alors on se concentre sur, donc on s'est concentré sur nos projets et on vise de le continuer via un objectif d'éco-concevoir nos futurs grands projets. On travaille en parallèle, parce qu'on n'a pas toujours des grosses actions de rupture sur nos opérations actuelles et sur des actions de sobriété qui sont portées notamment par la direction de la performance à travers notre plan de performance et qui, mis bout à bout, aboutissent encore à des réductions de notre empreinte. Et puis, évidemment, on se mobilise pour réduire l'empreinte sur notre chaîne de valeur, ce qui est attendu aujourd'hui des donneurs d'ordre, donc en amont sur les sous-traitants et les fournisseurs, et en aval sur les produits et les services vers les clients.
Donc sur l'amont, par exemple, on mobilise depuis l'année dernière nos fournisseurs et nos sous-traitants en les rencontrant pour leur parler carbone et décarbonation. C'est une action qui fait partie de notre objectif de réduction de notre scope 3 qui représente 80% de notre empreinte. Et maintenant, grâce à Sheila et Sophie, tout le monde sait ce que c'est que le scope 3. Et exactement, la dépendance au carbone, ou le carbone dans la chaîne de valeur. Ce qui est intéressant, c'est que c'est très formateur, déjà parce que ça nécessite une montée en compétences en interne pour pouvoir aller à la rencontre des fournisseurs. Et puis, c'est très enrichissant dans les rencontres. On rencontre des fournisseurs qui sont très matures sur le sujet, qui ont déjà engagé des programmes. On a des fournisseurs qui nous disent « mais c'est quoi le carbone ?» Là, on se dit que ça commence un peu mal. Et puis, on en a pour qui c'est des révélations. Et on en a un, par exemple, il y a quelques semaines, qui nous a dit qu'il venait de s'inscrire au programme ACT de l'ADEME pour se faire accompagner. Et voilà. Et donc, c'est des choses où on a vraiment le sentiment de participer à une mobilisation collective. Sur l'aval, sur les produits et les services, alors on part sur un terreau plutôt riche puisque la France pratique dans l'électricité nucléaire le recyclage, où on sépare en fait les déchets ultimes de matières qui peuvent être recyclées et qui servent à faire du combustible. Et aujourd'hui, 10% de l'électricité nucléaire est faite à partir de combustibles recyclés et on vise d'augmenter ça. Et puis, on a inscrit le climat, la préservation des ressources et la santé d'ailleurs dans notre raison d'être. Et donc, il y a quelques années, ça nous ouvre d'autres opportunités qu'on explore. Donc, par exemple, le développement des nouveaux réacteurs dont on sait qu'on est attendu sur le sujet des déchets nucléaires. D'autres activités où on utilise la compétence de nos collaborateurs et on va dire notre attachement aux enjeux environnementaux. Donc, par exemple, on lance une activité de recyclage des batteries électriques dont on espère qu'elles pourront équiper les voitures de nos collaborateurs bientôt. Voilà, en quelques minutes. Merci. En fait, merci pour ce panorama très complet parce que ça nous montre que tous ces ODD, ils ne peuvent s'accomplir pas par telle et telle entreprise, mais par une démarche globale et des actions collectives. Donc c'est pour ça que c'est une bonne transition vers l'intervention de Virginie. Alors Virginie, tu es en charge de la stratégie RSE. Ton titre exact, c'est stratégie RSE au niveau des marchés internationaux chez Lenovo. Donc récemment, chez Lenovo, vous avez concentré vos efforts sur l'aspect collaboratif, l'ODD 17, c'est-à-dire un réseau de partenariats pour réaliser les objectifs. Tu peux nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Donc, et pour faire écho à ce qu'Anne-Laure vient de dire, donc le passage vraiment à l'aspect chaîne de valeur est très, très important. Et au cours des derniers mois, on a vraiment focusé notre action sur tout ce qui est en aval. Donc, c'est-à-dire tous nos partenaires de distribution, de revente, mais aussi d'intégration, qui partagent réellement le même scope 3 que nous, où on a une interdépendance qui est simplement énorme. Et on s'est dit comment on peut faire pour faire accélérer les choses, parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas assez vite. Et donc là, on a pris le temps de les écouter, de comprendre là où étaient les gaps, et, pardon, les écarts à... Nous avons une petite discussion, voilà. Et du coup, on a intégré au cours des 12 derniers mois 20 de nos plus gros partenaires au niveau mondial. On a passé du temps avec eux à discuter des différents sujets liés à la durabilité dans notre secteur d'activité. Et on a mis en place vraiment un cadre pour leur permettre d'accélérer leur propre chemin vers la durabilité. Et c'est un cadre qu'on a mis en place avec les Nations Unies. Donc on est totalement aligné avec aussi l'ensemble des ODD que Global Compact a instauré il y a maintenant une dizaine d'années. Et ceci nous a permis de mettre aussi en place des priorités qui sont principalement axées sur l'économie circulaire, sur la consommation responsable, mais aussi sur l'éducation et la mise en lumière de tout ce qui est important autour de la durabilité. D'accord, donc tu établis un partenariat, enfin Lenovo établit un partenariat en aval du process de fabrication, c'est-à-dire à la sortie d'usine, mais quid de l'ODD 9, c'est-à-dire l'infrastructure résiliente, l'industrialisation durable Eh bien, on est en plein dedans. D'accord. On est en plein dedans dans le sens où, donc, du coup, on a fait tous ces groupes de travail. On a eu 7 priorités qui sont ressorties.
Et sur ces 7 priorités, il y en a 3 qui sont... on s'est dit, là, il faut vraiment qu'on aille très vite. C'est tout ce qui est l'accessibilité aux données et la transparence des données. Et là, on a des groupes de travail qui sont très réguliers, où on essaye d'accélérer le pas pour permettre aussi le développement d'une consommation plus responsable au niveau de nos partenaires, mais au niveau aussi de nos clients finaux. C'est très compliqué. Aujourd'hui, tout l'aspect données est très, très compliqué à gérer. Et aussi l'aspect circulaire économie. Le sujet de la seconde main est un sujet qui est très très chaud à l'heure actuelle, où on a besoin d'accélérer. Et donc on a vraiment la vision de se dire il faut qu'on puisse gérer ce qui se passe aujourd'hui, mais aussi qu'on puisse gérer ce qui va se passer dans 5 ou 10 ans. Et là, pareil, on est en train de mettre en place un programme de co-innovation avec ses partenaires pour permettre de faire rentrer dans notre industrie des technologies propres, entre guillemets, qui n'existent pas encore. Et donc là, on travaille aussi avec Global Compact et leur programme d'accélération. Global Compact. Ouais. Merci Virginie. Donc, vous avez vu, dans cette table ronde, on a voulu vous montrer qu'à partir des 17 ODD, les entreprises du cercle Interrel se mobilisaient avec des actions concrètes qui couvraient certains objectifs. Et maintenant, on sont prêts à prendre des questions de la salle ? Merci à ceux qui ont posé des questions. Moi, ce que j'aimerais déjà vous remercier, c'est aussi une forme de courage. Et c'est vrai pour les 17 sociétés technologiques, pour ce colloque, c'est difficile. C'est difficile à 2 titres, puisqu'en fait, nous sommes tous convaincus que nous sommes partie de la solution dans l'entreprise durable. Et évidemment, ça fait politique, ça fait polémique, parce qu'on peut aussi dire que la technologie ne fait pas partie de la solution. Donc, on se met bien tous d'accord aujourd'hui. Nous sommes tous fiers de travailler pour ces entreprises et nous ferons partie de la solution. Et c'est justement une des questions qui est arrivée sur la salle qui dit comment vous arrivez à équilibrer dans vos stratégies les prix bas et l'investissement des programmes à développement durable qui, par essence, sont beaucoup coûteux, qui, par essence, demandent des efforts et notamment des efforts financiers. Donc, je ne sais pas qui veut prendre la question dans cette décision stratégique des programmes dans vos entreprises. Peut-être la directrice financière, puisque... Est-ce que le développement durable a vraiment un coût ou est-ce qu'il a un payback ? Enfin, je pense que c'est une manière aussi de compter. On s'aperçoit tous, je pense, que dans les actions, il y a un retour sur investissement et en fait qui est plus rapide qu'on ne le pense. S'occuper des situations de maladie, de handicap dans l'entreprise, c'est d'abord s'occuper du savoir et du savoir-faire et de le garder. Et quand on perd ses compétences, on est bien malheureux et ça nous coûte très cher de les reconstituer. Je pense que quand on parle bilan carbone, réduction, relation avec les fournisseurs ou avec ses clients, mais si on prend la chaîne aval, en interne, gérer le carbone, c'est baisser le coût de l'énergie. C'est un payback quasiment immédiat. Travailler avec ses fournisseurs, c'est optimiser aussi ou les faire réfléchir sur leur processus de production. C'est de la baisse. Alors oui, des fois, il y a des investissements de départ, quand on parle de l'industrie, qui vont coûter. Mais moi, je suis persuadée qu'il faut briser ce préjugé que le développement durable a un coût massif. Maintenant, il faut convaincre les investisseurs et les parties prenantes. Merci. Une autre réaction sur ce thème et donc cette question ? J'aurais allé dans le même sens. Et de toute manière, la vulnérabilité climatique a un coût. Ne pas réussir à recruter, ça a un coût aussi. Clairement, nous, notre programme nous a montré qu'on arrivait à faire fonctionner les deux en même temps. Alors, on est plutôt du coup sur des questions d'arbitrage, effectivement, entre investissement initial un petit peu plus cher, mais qu'on rentabilise sur la durée de vie de l'investissement. Et ça, le taux d'actualisation ne vous aide pas dans les projets. Mais du coup, on invente d'autres outils, qui par exemple le prix du carbone. Où aujourd'hui on arrive à faire donc par exemple nous on vient d'investir dans une chaudière électrique avec normalement quand on regarde juste le projet ça nous coûte plus cher mais ça nous permet de nous débarrasser d'un risque industriel par rapport au fuel et de dizaines de milliers de tonnes de CO2 voilà et au final on n'a pas hésité. Merci beaucoup. Sur un thème complètement différent, il y a une question qui dit y a-t-il une limite d'âge pour entrer dans votre programme de formation chez SAP ?
Absolument pas, il n'y a pas de limite d'âge. Bon, après, c'est un recrutement avec nos partenaires, quand je pense aux consultants par exemple. Donc très souvent, quand les consultants, enfin les personnes demandeuses d'emploi qui rentrent dans le programme pour devenir consultants ont une promesse d'embauche de nos partenaires. Les CV sont fournis à ces partenaires et c'est les partenaires qui décident de qui ils souhaitent recruter. Donc on n'a pas tout à fait non plus la main libre, je dirais, sur le recrutement dans le programme. Ça passe par la volonté de nos partenaires d'embaucher des personnes qui ont peut-être plus de 55 ans ou plus. On sait que c'est compliqué en France, on en parle beaucoup, sur le retour à l'emploi lorsqu'on a dépassé un certain âge. Donc on espère, nous, pouvoir faire revenir aussi des seniors à l'emploi. Merci beaucoup, merci bien. Alors moi, j'aimerais bien passer le micro à la salle. Est-ce que vous avez il y a des personnes qui ont envie de poser une question? N'ayez pas peur, on est en milieu bienveillant. Bienveillant. Merci. C'était vraiment très intéressant, très éclairant. J'aimerais savoir comment vos jeunes recrutés boostent-ils vos actions en la matière? Je peux peut-être commencer. Alors, pour moi, la première manière dont ils boostent, c'est en bousculant nos dirigeants. Lors des rencontres, lors des forums étudiants, nous on intervient, notamment notre directeur général intervient beaucoup dans les universités, dans les écoles d'ingénieurs et voilà, ils bousculent par les questions et du coup après ils ramènent ça en interne, en plus de leurs convictions personnelles sur on peut pas ne pas bouger. D'autres questions? Oui, Virginie a un mot à dire sur le sujet. Pardon. Je pense qu'il y a une transformation au niveau managérial qui est aussi en train de se produire. Et cette nouvelle génération a un rôle très important à jouer dans toute cette transformation de mindset. État d'esprit, tu veux dire? État d'esprit, merci Sonia. Mais non, je pense que les entreprises sont aussi en train d'ouvrir leurs yeux sur le fait que cette jeune génération a quelque chose d'unique à apporter. Et donc, il y a une place qui est en train de se faire et leur voix est de plus en plus entendue. Et je pense que ça, c'est ce qui va permettre aussi aux entreprises d'aller beaucoup plus vite dans leur propre transformation sur le chemin de la durabilité. Peut-être quand même pour compléter, il n'y a pas que les jeunes en fait qui bougent. Nous, on a aussi toute une tranche de 35-45 ans, très moteur, très moteur, très écolo, parfois plus que les jeunes en fait. Les jeunes dans leur cœur. Oui, alors, Valérie, tu voulais... Oui, je pense que le sujet de la durabilité, c'est d'abord un changement de représentation. Et que ce changement de représentation, ça prend du temps. Et donc, il faut en effet des aiguillons. Alors, on a la radicalité des ultra-jeunes, mais on a le sens de la responsabilité des anciennes comme moi, qui se disent qu'on a une responsabilité, on a vécu sur un modèle et qu'on a quelques années pour infléchir le modèle. Et je pense qu'on a donc... les plus de 50 ans ont une vraie responsabilité, mais qu'ils vont être aidés en effet par la tranche, je rejoins des 30-40 ans, qui sont là dans un pivot manager et qui ont une capacité de prise de décision, ce que n'a pas forcément le jeune qui nous rejoint. Et donc c'est sur ces trois tranches, mobiliser les quinquas pour dire on va léguer à nos successeurs quelque chose sur des rails de plus durables, et de mobiliser cette tranche managériale, et donc les éduquer aussi, ils ne sont pas tous engagés encore, et ça, je pense que c'est assez fabuleux de gérer ces tranches générationnelles. Je rebondis, les quinquas sont mobilisés par leurs enfants. Nous, on voit je confirme. Je confirme. J'ai shifté grâce à mes filles qui ont plus de 20 ans. Aussi, oui. Un dernier mot? Oui, je dirais un dernier mot par rapport à l'intergénérationnel. Donc c'est vrai qu'on parlait d'embaucher des seniors tout à l'heure, mais dans nos programmes, on a aussi beaucoup de mal à recruter des jeunes. Le secteur du numérique semble ne plus attirer aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas quand j'y suis rentrée il y a plus de 30 ans. C'est un secteur porteur d'innovation, de plein de carrières intéressantes. Moi, j'ai jamais connu d'interruption. On manque de femmes aussi. Et on manque de femmes, c'est ce que j'allais dire. Merci Sonia pour cet appel. Je dirais donc on a créé beaucoup d'initiatives au-delà de People to Work dont j'ai parlé. On a un programme qui s'appelle University Alliance qui va permettre de recruter, je dirais, dès les masters dans les écoles, les universités, en formant sur les solutions SAP des jeunes en master. On est en partenariat avec plusieurs écoles en ce moment pour délivrer ce programme en France également. Et puis, dernièrement,
L'éducation pour SAP, ça a été longtemps un business. Aujourd'hui, on fait de plus en plus de choses gratuites. On a un nouveau site web sur lequel on va trouver plein de formations gratuites sur les solutions SAP pour que le plus grand nombre puisse accéder à cela et pour qu'on puisse attirer des jeunes femmes ou pas dans le secteur du numérique. Mais on en a besoin. Donc, à bon entendeur, salut. Alors, écoutez, je vous remercie. Moi, j'ai juste noté sur le fil de discussion une réaction qui n'est pas inintéressante, mais je vous la lis et on se la garde après le café quand même pour la réponse. Pourquoi ce sont les hommes qui polluent, mais les femmes qui prennent en charge les sujets RSE? Qui porte la charge mentale de l'écologie? Je vous laisse réfléchir pendant le café, je vous laisse débattre et on se retrouve après. Merci.